l'Europe et l'Afrique, comment trouver sa place? Parfois, on est assis sur deux chaises à la fois et au risque de tomber, vaut mieux parfois faire un choix ou pas du tout. Cela dépend de chacun. Nous avons ce sujet, 3 invités sur 3 registres différents qui vont articuler ce que chacun fait par rapport à ce que nous vous proposons. Bonjour, monsieur, vous êtes le seul homme sur le plateau, nous vous faisons honneur. Lévi Alam. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Geste et vous nous direz exactement ce que vous faites. Vous êtes professeur des universités et vous avez une date à annoncer. On va commencer par cela tout à l'heure. Mais je finis le tour de table. Ça n'est pas Angela Davis, c'est Diane Audrey-Ngako. Bonjour Diane. Bonjour. Vous êtes fondatrice du site Visiter l'Afrique. Vous nous direz pourquoi et surtout comment. Et enfin, à vos côtés, journaliste sportif de son état, c'est Sira Silla. Bonjour. Bonjour. Basketteuse même, je devrais dire, hein, parce que vous n'êtes pas rentrée dans le journalisme pour rien, c'est que vous vouliez porter la cause du basket. C'est ça. Alors, entre l'Europe et l'Afrique, avant que de dérouler cela à l'aune de ce que vous faites chacune, chacun, faut-il choisir? Comment trouver sa place? Quels sont vos avis respectifs? Monsieur? Ben écoutez, je pense que nous n'avons pas à choisir précisément une place, mais nous devons utiliser cette possibilité exceptionnelle d'être effectivement à la fois en Europe et en Afrique pour pouvoir faire en sorte que notre Afrique devienne prospère et développée pour tous. Et notre Europe alors? L'Europe profitera, comme on le sait, directement de la prospérité de l'Afrique. Elle en profite déjà aujourd'hui. À l'avenir, elle en profitera encore davantage. Audrey, monsieur nous dit qu'il ne faut pas choisir, il faut faire le caméléon. Un coup ici, un coup là-bas, c'était ça? Visiter l'Afrique, c'était ça la motivation ou pas? Visiter l'Afrique, c'était plutôt le fait de préparer mon retour en Afrique. Donc ce n'est pas pareil. Donc je suis née au Cameroun et je suis venue faire mes études en France. Mais il me semble en tout cas intéressant aujourd'hui de rentrer pour apporter ce que j'ai appris justement en France et de créer ce que j'appelle le rêve africain et de faire comprendre à mes frères de mon âge, en tout cas aux plus jeunes, que voilà, qu'en étant au Cameroun, on peut créer quelque chose de génial, en étant à Cotonou, la même chose. Et c'est en montrant justement une nouvelle image de l'Afrique via ce site Visiter l'Afrique que j'essaie voilà, de montrer à mes frères et tout quoi, et mes frères et sœurs que voilà, sur place, on peut faire des choses magiques. Magique alors, parce que pour l'instant, ce que l'on voit, c'est prendre un bateau à ses risques et périls, parfois. C'est ça. Vous avez la parole, faut-il choisir? Comment trouver sa place entre les deux continents? Je suis du même avis que Diane, c'est plutôt utiliser ce qui a été développé et ce qui a été créé ici en France, en Europe, pour ensuite le reproduire ou en le modifiant ou pas en Afrique. Que l'Afrique puisse profiter des compétences qu'on a acquises ici pour pouvoir ensuite se développer là-bas. Le même parcours que Diane, vous êtes née en Afrique? Pas du tout. Vous êtes née en France, j'ai toujours vécu en France. Mais alors une Française comme vous, pourquoi aller dans cet ailleurs qu'est l'Afrique? Les racines, j'ai toute ma famille qui est là-bas, mes parents m'ont emmenée en vacances quand j'étais petite, maintenant j'y vais de moi-même. Donc au Sénégal, puisque je suis sénégalaise d'origine, et j'ai eu l'envie de découvrir d'autres pays d'Afrique, et puis l'envie de retourner. Non, parce que j'y ai jamais vécu, mais oui, d'aller vraiment essayer de développer toutes mes activités. Vous vous sentez française ou vous sentez sénégalaise? Vraiment, personne ne nous écoute, dites-nous la vérité. Je me sentais très française et de plus en plus sénégalaise. Et comment est-ce que le transfert s'est fait? C'est du moment où j'ai commencé à voyager seule, à vraiment découvrir l'Afrique autre que le voyage aller-retour au village pour aller voir la famille, vraiment tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle peut proposer d'autre. Et comment avez-vous découvert ce quelque chose de différent? En voyageant vraiment toute seule, en me faisant mes parcours à moi, en programmant, en allant à Thiès, à Saint-Louis. D'habitude, je vais au village, là j'ai été à Dakar. Qu'avez-vous vu que vous ne connaissiez pas déjà, d'ailleurs? J'ai vu Dakar, que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais l'aéroport. Donc j'ai vu que Dakar, il y avait beaucoup de choses qu'il y avait déjà là-bas, beaucoup de choses à faire, que ce soit... Moi, je suis dans le milieu du sport. Donc vraiment dans le sport féminin, pas mal de choses à développer, qu'il y avait des joueuses, des basketteuses là-bas sur le continent africain et qu'elles pouvaient bénéficier de ce que moi j'ai vécu ici en France. Quand on est sénégalaise, normalement on est grande, c'est pas dur de jouer au basket, normalement. Alors, monsieur Lévi Alam, vous avez un rendez-vous à annoncer à nos téléspectateurs. De quoi s'agit-il et surtout comment cela fait-il écho ou pas à ce dont nous parlons aujourd'hui? Écoutez, c'est la conférence qui est prévue le 20 mai à Rouen, dans une grande école d'ingénieurs où on forme des techniciens et des ingénieurs pour le domaine agricole.
correspond exactement à la thématique des trois personnalités des deux personnalités qui sont ici avec moi. Parce que d'une part, la conférence va être animée par M. Bédoumra Korgé, qui est un ancien vice-président de cette grande banque africaine, et à la fois qui a été ingénieur, donc qui a fait un parcours de formation en France, puis qui est allé en Afrique pour être intégré dans cette banque, et qui, au Tchad, a permis de lancer un programme qui est important, qui est un programme de renforcement des services de l'administration. En termes plus simples, il s'agit d'apporter des compétences africaines de France pour essayer de développer, d'apporter une entraide, c'est le titre de notre association, à ceux qui sont au pays là-bas. Et vous savez que principalement au Tchad, principalement, le Tchad, comme l'Afrique, possède de nombreuses potentialités de pétrole, de l'or, des terres cultivables, etc. Ce qui manque véritablement, c'est des compétences, des ressources humaines pour pouvoir les exploiter. Donc, à travers le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur et à la santé au Tchad, nous avons délimité un petit champ d'expérimentation que M. Bédoumra a contribué activement à élargir, à être mis en place avec le soutien des organisations internationales, notamment du PNUD et de l'OMS. Donc, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'apporter des compétences d'Europe, et je dirais plus tard du monde entier, pour aider d'abord la phase expérimentale au Tchad, et puis ce qui serait souhaitable, c'est que ce travail puisse être fait dans toute l'Afrique. Et M. Bédoumra, candidat à la BAD, a inscrit dans une de ses priorités le développement du capital humain, et cette conférence sera l'occasion de mettre une lumière sur ce que la banque peut aider à faire en Afrique dans le domaine agricole. Quand les lumières arrivent, les ténèbres s'en vont en courant. Je vous ai vu acquiescer à ce que présentait monsieur. En quoi est-ce que vous êtes entièrement d'accord avec lui, me semblait-il? Comme j'expliquais tout à l'heure, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, certaines personnes de la diaspora, en tout cas, comprennent qu'ils sont des acteurs du changement. Parce que quand on vit souvent ici, on aime bien souvent pointer du doigt ce qui se passe chez nous, ou en tout cas sur le continent. Et oui, c'est souvent bien de venir et de comprendre que l'environnement local n'est pas souvent ce qu'on voit en extérieur. Et moi, je l'ai découvert via le voyage. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne voyageaient pas souvent en Afrique. Mais quand moi, personnellement, en étant camerounaise, je voyage et que je fais Douala à l'ouest du Cameroun, je vois les routes, je suis désolée, je ne pense pas que quelqu'un qui vit à Douala ait envie d'aller visiter le nord du Cameroun sous prétexte qu'ils veulent visiter alors que les routes ne sont pas en adéquation. Donc c'est souvent bien. Enfin, je pense qu'il faut faire certes le pont, comme monsieur expliquait, mais il ne faut pas juste faire le pont et juste être en France et puis aller et essayer de dire que oui, il y a telle compétence en France, il faudrait vous connecter, je pense, c'est ce que vous expliquez. Je pense qu'il faut que, d'une certaine manière, cette diaspora qui vit ici prenne certaines de ses responsabilités. Et tout le monde n'est pas voué à rentrer, mais il faut rentrer. Il faut que la majorité rentre. Pourquoi la majorité ou ceux qui veulent rentrer? Il faut que ceux qui veulent rentrer réussissent à le faire bien, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait... C'est une question de nombre ou est-ce que c'est qualitatif? C'est pas une question de nombre, c'est une question qualitative et c'est surtout que chacun choisit son moment. Mes parents ont pu rentrer à 30 ans, un autre de mes parents est peut-être rentré à 50 ans. Ce n'est pas grave, c'est juste qu'il faut à un moment, ce qu'on preach, ce qu'on dit, c'est ce qu'on doit faire en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis spécialement fan du fait de rester ici et de pointer les choses. Et quand on pointe, comme beaucoup de personnes font, je pense qu'il faut peut-être partir 1 mois, 2 mois. J'ai des amis qui ne veulent pas rentrer, mais chaque vacances, ils partent à l'université de Yaoundé ou l'université de Cotonou. Et pendant 1 mois, ils donnent des cours à des jeunes dans le droit. Enfin, je pense qu'il faudrait être plus impliqué et pas spécialement que faire un livre, c'est bien, parce qu'en fait, il y a un réel besoin. C'est une réelle... Elle est dure, hein, la jeune, là. Alors, je voudrais vous redonner la parole, Siracila. Vous qui êtes française de naissance, comprenez-vous, par exemple, que la France puisse mettre les poignets sur les hanches en disant « Mais comment, française de votre État, pourquoi regardez-vous vers cet ailleurs quand bien même il y aurait les racines ?» Comprenez-vous ce questionnement? Je pense qu'à un moment, moi par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai pas mal d'amis qui me demandent encore aujourd'hui pourquoi je veux aller en Afrique alors que d'une, j'y ai jamais vécu et que de deux,
On dit que j'ai tout ce qu'il faut ici. Après, moi, j'ai essayé de trouver ma place ici en France. Je l'ai trouvée à ma manière et j'attends peut-être plus de choses. Je me dis peut-être qu'il y a plus de choses qui m'attendent peut-être en Afrique. Mais beaucoup de peut-être, peut-être pas. Peut-être pas, mais en même temps, si... Peut-être que là-bas, il pourrait y avoir des surprises mais tant autrement plus désagréables, sait-on jamais. Tout n'est pas garanti. Est-ce que parfois on se projette et on caresse un peu la nostalgie en se disant c'est ma terre natale, c'est mes racines, sauf que on peut vite se rendre compte que... Déchanter, oui, sauf... Et oui. Enfin, tant qu'on ne tente pas, de toute façon, Qui ne risque rien à rien. Voilà. Et déchanter, j'ai déchanté aussi ici. J'avais des projets ici en France, des projets qui n'ont pas forcément abouti ou pas comme je le voulais. Et donc je me dis pourquoi pas les tenter là-bas. Si je ne réussis pas là-bas, je reviendrai ou je resterai là-bas et je développerai autre chose. Vous essayerez ailleurs. Ou ailleurs ou dans autre chose. En essayant de choisir, tâchez de ne pas, comme on le voyait en fond d'écran, être partagé du visage. Cette dichotomie existentielle peut parfois ne pas permettre d'arriver à ses fins. Alors, j'ai entendu ce que vous avez présenté, ce choix, ce positionnement, en tout cas, entre l'Europe et l'Afrique, c'est éminemment politique, si j'ai bien compris ce que vous ne disiez pas. Ce n'est pas politique au sens politicien du terme. Nous nous interdisons de faire la politique politicienne. Nous voulons faire quelque chose, nous voulons mettre en œuvre des actions concrètes pour l'Afrique. Donc, l'expérimentation dont on parlait tout à l'heure, nous avons eu une chance exceptionnelle entre 2013 et 2014, donc l'année dernière, d'envoyer, grâce au financement du PNUD, 19 missions sur place au Tchad, dans les hôpitaux et dans les universités. Pour ceux qui sont allés dans les universités ont pu enseigner ou donner des conseils à nos compatriotes du Tchad sur la façon dont on gère une université, dont on organise les formations en Europe. Et puis les médecins ont pu aller dans les hôpitaux, procéder à des soins et en même temps donner des conseils aussi sur la façon dont la logistique est ici organisée en France ou comment on organise la maintenance des installations, problème qui est souvent récurrent et délicat en Afrique. J'ajouterai que dans le même temps que 19 de nos amis, je dois ajouter que parmi les membres du répertoire, nous avons une bonne partie de l'Afrique à côté des Tchadiens. Il y a des Togolais, il y a des Aïrois, on dit Congo, Kinshasa maintenant. Nous avons des Guinéens. Donc, véritablement, c'est quelque chose qui implique des personnes. Et puis, je termine tout simplement en disant que parmi ceux qui sont allés en mission, il y a déjà plus d'une quinzaine qui ont décidé de s'installer définitivement en Afrique. Donc, et les jeunes dans tout cela, hein, je voudrais quand même rebondir sur un point. Elle disait le tout n'est pas que de faire un répertoire des compétences. Encore faut-il s'assurer que ces compétences sont en adéquation avec les réalités locales. Vous disiez tout à l'heure notre Afrique et l'Europe, c'était un tout petit peu exclusif, hein, en tout cas en termes d'exclusion. Mais manifestement, quand on vous entend, ce développement de l'Afrique ne se ferait que grâce à au moins les compétences acquises en Europe. Je ne dirais pas que c'est grâce exclusivement, je n'ai pas employé le mot exclusivement, mais les compétences acquises. Non, à la vérité, je dis les compétences européennes sont utiles, pourraient permettre un développement plus rapide, plus important de l'Afrique, parce que ces compétences-là, elles existent, elles ne demandent qu'à être utilisées. Et les actions que nous faisons au Tchad, c'est uniquement à la demande des institutions. Nous ne venons pas imposer quoi que ce soit. Il faut que les institutions les demandent parce qu'à ce moment-là, elles correspondent bien aux besoins et ça nous permet donc d'avancer plus vite. Alors, vous êtes dans le sport, un journaliste sportif aujourd'hui, vous êtes dans le basket. Si vous aviez une baguette magique, vous entendez ce qui est fait par les sachants. Hein, je rappelle que monsieur est professeur des universités. Il y a peut-être des attentes de votre part pour que certains domaines qui sont parfois délaissés puissent être pris en compte. Oui, il y a le développement grâce à la santé, on a vu défiler quelques images, grâce aussi à des actions politiques fortes, même si ce n'est pas de la politique politicienne.
Et quelles sont les attentes de jeunes femmes comme vous dans un domaine comme le sport où on sait que, ma foi, ça n'est pas là que les femmes vont... Forcément. Oui. Mais moi, j'ai toujours considéré que le sport était un vecteur, un gros vecteur qui est souvent délaissé d'ailleurs d'éducation et de développement de la personne, et plus particulièrement chez les femmes. Et c'est vrai qu'en Afrique, comme en France, dans certaines régions, ou chez certaines personnes, on n'a pas les mêmes... on n'a pas ce que les hommes ont en fait. Enfin, par exemple, j'ai monté un club de basket dans Paris, donc qui est exclusivement féminin. Et c'est vrai qu'avant avant que le club soit monté, dans le 20e arrondissement, il n'y avait rien pour les filles en termes de basket. Donc il y avait, mais il fallait faire pas mal de routes, alors qu'à Port des Lilas exactement, il n'y avait pas de structure proposée aux filles, alors qu'elles sont demandeuses. Elles sont demandeuses, mais elles n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir pratiquer justement. Donc le club, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche pas mal. Et au Sénégal, il y a une école de basket qui a été créée, ça s'appelle la CID Academy à Thiès, et donc qui est ouverte aux garçons et aux filles. Et c'est une superbe idée parce que c'est vraiment, je considère vraiment que c'est vraiment un vecteur d'éducation. Et c'est ce qui permet de les cadrer, de leur offrir un cadre vraiment, que ce soit sur la pratique sportive et sur tout ce qu'il y a à côté. Par exemple dans le sport, tout ce qui est technique, donc être coach, arbitre. Et c'est vrai que les filles n'y pensent pas forcément. Elles se disent, bon, je vais être joueuse professionnelle, mais si déjà ils acceptent de jouer, mais alors quand à prendre un rôle de responsabilité, c'est autre chose. Oui, mais c'est ce qu'il faut pouvoir leur offrir justement. Alors, www. Visiter l'Afrique, le site internet. Oui, www.visiterlafrique.com. Que peut-on y trouver? Ce sont des personnes en fait qui vont sur le continent ou des personnes qui vivent sur le continent qui nous racontent leur Afrique. Donc aujourd'hui, je suis caucasien, français ou italien et je vais au Congo. Je partage mon expérience sur mon voyage, comment je me suis déplacée, ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré par exemple. Et si vous êtes locaux, il y a cette rubrique qui s'appelle Parle-nous d'eux, où des personnes qui souhaitent mettre en avant leur ville, Douala, Abidjan, ou leur village, Yamoussoukro, ou autre, nous racontent ce qu'on peut y faire, ou manger le bon garba, ou manger le bon attiéké, comment se déplacer quand on arrive à Dakar, combien ça coûte. Toutes ces informations pratiques qui vous permettent en tout cas de voyager sereinement. Donc on a souhaité mettre en avant le public. Les gens racontent leur Afrique, racontent leur histoire. Et surtout parce que quelqu'un qui voyage à travers une personne qui peut rencontrer, avec qui il peut échanger par mail, a l'impression que c'est plus vrai. On n'est pas comme des grandes entreprises qui ont un but de vendre un voyage. Vous avez envie de rester petit dans le format et accessible? Oui, bien sûr. En tout cas, on veut garder cette notion de famille, de solidarité, où on a l'impression que quand on vient sur le site Visiter l'Afrique, on vient chez soi. Mais cependant, on a lancé une campagne de crowdfunding qui vise à rendre ce site plus grand. Alors, on va expliquer pour une meilleure compréhension de tous. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est exactement? C'est du financement participatif. Donc, ce sont des personnes qui mettent 5 euros, 10 euros, jusqu'à 1000 euros. Parce qu'ils croient au projet. C'est 1 500 euros, non? 10 000 euros. Donc on demande en tout cas voilà, jusqu'au 9 juin 15 000 euros. On est à 13 jours, on a déjà eu 6 000 euros, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et on demande justement aux gens de nous aider à développer une plateforme bilingue, parce qu'aujourd'hui on est juste francophone et on aimerait aussi proposer le même service aux anglophones du Ghana ou du Nigeria, de développer un réseau d'ambassadeurs, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, quand les gens voyagent, ils ne veulent pas voyager via ce que je vais raconter. Je suis de la diaspora, donc je voyage comme mes sœurs, comme mes cousines, et c'est toujours la même chose. Donc on veut développer un réseau d'ambassadeurs qui va permettre aux gens qui vivent sur le continent de nous faire remonter l'information. Donc on trouve des ambassadeurs dans des pays, on leur envoie un appareil photo ou un téléphone et un abonnement Internet, et leur but c'est de marcher à Dakar, à Douala, à Cotonou, à Ouida, et de nous faire remonter les infos. Et quand on les publie après sur le site, ça permet à une personne qui va dans ces pays de préparer son voyage sous cet angle-là, sous cet angle local. Et puis une web TV. Il y a vraiment une envie en tout cas de mettre en avant l'Afrique, pas loin des stéréotypes, mais vraiment l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui est dynamique. Et le but, ce n'est pas de nier tous les problèmes qu'on peut avoir, tous les maux qu'on peut avoir, mais de mettre en avant les atouts, les opportunités comme vous expliquiez tout à l'heure. Bon, alors, est-ce que tout cela peut permettre de rentrer dans vos attentes? Est-ce que ça répond à votre désir d'Afrique? Est-ce que ça satisfait en tout cas ce que vous n'avez pas trouvé sur place en Europe? Oui, parce que Visiter l'Afrique, par exemple, c'est un site qui va permettre comme elle l'expliquait, moi je connais le site, donc j'y vais assez souvent, et c'est vrai que c'est un site qui permet de voir l'Afrique dans son authenticité, de voir vraiment ce qui se passe là-bas
sans imaginer, parce qu'on a vu des photos de beaux paysages sur tel site d'agence de voyage ou autre. C'est vraiment dans son authenticité et de ce que vivent les locaux, ou les gens qui y ont voyagé. Donc c'est donner une image réelle de ce qui se passe là-bas, sans forcément occulter ce qu'il y a de mauvais là-bas. Hein. Mais ouais, ça permet d'établir déjà de se donner une image de ce que je vais pouvoir faire par rapport à ce qu'il y a déjà en place, de ce qu'il y a développé et de ce qu'il y a à créer aussi. Est-ce que vous prenez en compte la jeunesse? Je posais la question tout à l'heure parce que souvent, le monde des adultes pense les projets à sa mesure, ne prend pas nécessairement en compte ce que voudraient des jeunes et encore moins des jeunes femmes, parce que je voudrais croire que vous avez des attentes spécifiques. Est-ce que cette diversité dans l'approche est prise en compte ou est-ce que ce sont des approches globales et des choses très solennelles finalement, mais qui laissent soigneusement des niches de côté? Je dois à la vérité de dire que nous sommes étant plus exactement dans une phase pilote, nous avons centré nos activités et les actions des dernières années sur plutôt les demandes des institutions. Il est évident que à long terme, lorsque la deuxième phase qui est en cours de finalisation va être mise en route, nous attellerons bien entendu à la jeunesse, vu que si on prend un exemple simple, l'université, ce n'est pas seulement des enseignants-chercheurs ou des professeurs d'université comme moi. Pour qu'il y ait des professeurs d'université, il faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent pour faire des études. Et puis, nous avons parmi nous des amis qui sont spécialistes ici en Europe de regarder du CROUS, de centre de ressources pour des œuvres universitaires, et qui réfléchissent aux thématiques de la jeunesse. Donc, ceux de nos amis réfléchissent à la façon dont on pourrait aider nos pays à développer aussi le côté jeunesse et même le côté sport que nous soutenons très très fermement, parce que effectivement vous avez employé un mot qui est juste le développement humain. C'est pas seulement d'acquérir la technologie, il faut aussi se développer physiquement, humainement, et ce que vous dites aussi est extrêmement intéressant. Et donc nous, pour le moment, nous visons les problèmes stratégiques, on va dire. Le Tchad a dit que pour l'avenir, de manière stratégique, il faut s'occuper de développer l'enseignement supérieur, il faut s'occuper de développer la santé, et nous nous occupons aussi de développer l'agronomie, le développement rural. Mais évidemment, à l'intérieur de ces thèmes stratégiques, nous allons réfléchir au problème de la jeunesse c'est elle qui représente l'avenir et c'est elle qui doit être porteuse de toutes les réalisations que nous envisageons. Est-ce que cela vous convient? Le monde va se faire comme vous voudriez qu'il se fasse. Est-ce que vous avez, vous, des attentes? Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes réduite à devoir faire cette collecte de fonds. Mais au nom de quoi? D'aucuns peuvent se dire, mais au nom de quoi va-t-on lui donner? Elle est gentille, la jeune femme, avec son beau projet. Il y a des réticences. Comment faire pour les convaincre de pouvoir vraiment accompagner une dynamique comme celle-là? Et puis, il y a d'autres personnes qui sont issues de l'Afrique, qui sont peut-être nées en France ou pas du tout, mais qui se disent, bon, on choisit où on vit et on n'est pas tenu, on n'est pas tenu de faire ce retour aux sources. Qu'est-ce que vous leur répondez? On n'est pas tenu de faire ce retour aux sources, mais on va toujours en vacances ou pour un mariage. Donc, tôt ou tard, même si on a un compagnon qui n'est pas de son pays d'origine, on a toujours envie de montrer que chez nous, c'est beau. Sur le site, on a 54 pays qui sont listés et des fois, il y a des pays comme, il n'y a pas longtemps, il y avait le Tchad qui n'était pas représenté. Et puis, il y a une personne qui arrivait sur le site qui nous a envoyé un email et qui nous a dit « Pourquoi il n'y a pas de Tchad? Quand je clique sur Tchad, ça fait Feld ». Ça veut dire qu'il n'y a rien. Et c'était une franco-tchadienne qui était rentrée dans son pays pour la première fois et qui nous a fait un très très beau récit de voyage qui a cartonné en termes de statistiques. Donc d'une certaine manière, je pense que les gens de la diaspora se rendent compte que même si on ne veut pas rentrer, le fait de participer à ce type de projet nous permet d'être connectés à notre pays. Le fait de prendre une belle photo et de le mettre sur Instagram de son pays, on met en avant son pays, on a l'impression d'être son ambassadeur. C'est ce que je dis souvent aux gens que je rencontre, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer, mais on peut être ambassadeur de son pays, simplement en mettant une belle photo, en mettant en avant un marché. Et les gens, en fait, croient en ce projet
parce qu'il a été créé il y a 1 an. Et parce qu'avant de lancer cette campagne, pendant 1 an, on a créé du contenu, on a créé une communauté, on a rassuré les gens, on ne leur a rien demandé, ils étaient contents. Ils étaient contents de voir que quand ils arrivaient sur le site, il était beau, que les photos étaient belles, qu'il y avait un réel travail. Et quand on a lancé la campagne, ils nous ont directement suivis. En une journée, on a eu, en 4-5 heures, on a eu 1 500 € de personnes qui ont cru, qui croient en ce projet, qui croient au fait qu'aujourd'hui, on doit repenser l'image de l'Afrique. Et non, je pense qu'au final, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de rentrer aujourd'hui, sinon je ne serais pas là. Je ne serais pas à Paris, je serais déjà au Cameroun. Il faut prendre son temps, mais il y a des manières en tout cas d'impacter en tout cas son entourage. Je voudrais vous laisser le mot de la fin, vous qui êtes à mi-chemin entre les deux cultures. Alors, moi, comme Diane, je pense qu'on n'a pas... C'est pas indispensable de rentrer, donc c'est au choix de chacun déjà. Oui. Il faut avoir un projet pour rentrer, pas rentrer... Pas rentrer pour rentrer. Pas rentrer pour rentrer. Tout à fait. Avoir vraiment un projet, avoir quelque chose d'établi ou alors avoir une idée et du coup la développer là-bas. Mais je pense que c'est vraiment au choix de chacun, que ce soit un choix du cœur ou que ce soit pour se rapprocher de sa famille, de décider et de sauter le pas et de se dire bon bah je rentre. Ou alors choisir d'accepter les deux. Hein. C'est peut-être une richesse et pas toujours un inconvénient. Merci à tous les trois et bon choix tout simplement. Au revoir.